Petite note de l'auteur concernant tout ce chapitre. J'ai conçu ces brèves descriptions comme des indications pour l'exploration intérieure et la compréhension de sa propre âme. Il faut se rappeler que les qualités du point-cœur sont celles contre lesquelles nous nous défendons le plus et sur lesquelles nous portons le plus de jugement. De ce fait, notre âme enfant peut être une part de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir ni reconnaître. Et ce matériel, donc tout ce chapitre, tout ce qui est écrit, tout ce qui est lu là, et ce matériel peut être encore plus difficile à intégrer que l'information sur son propre type. D'après mon expérience, il nous faut de nombreuses années de travail pour pouvoir véritablement percevoir, sans parler d'intégrer, notre âme enfant. Notre plus gros obstacle est notre jugement sur cette part de nous-mêmes, et le désengagement de notre surmoi est nécessaire à cette exploration intérieure. Si cette partie de notre travail sur nous-mêmes est souvent une difficile confrontation personnelle, elle est infiniment gratifiante et notre développement en tant que véritable adulte en dépend. Le flux intérieur est l'enfant en nous. L'ordre dans lequel j'ai présenté les énéatypes correspond à ce que l'on appelle le flux intérieur de l'énéagramme, le mouvement d'un point à un autre, indiqué par les flèches du diagramme numéro 5 ci-après. Le point qui en suit un autre, en se déplaçant dans la direction des flèches, est une élaboration ultérieure, un résultat de l'original et une réaction à celui-ci. Le flux intérieur suit ce que l'on peut appeler la logique de l'âme dans son élaboration des différents types d'ego qui a pu déjà vous apparaître si vous avez lu les types dans l'ordre de leur présentation. Voici un bref résumé du déploiement des types selon le flux intérieur. En commençant par la perte de contact avec l'essence au point 9, nous allons voir que chaque point est une tentative de résoudre la difficulté que l'âme éprouve dans son éloignement de ses profondeurs et que l'énigme de chaque point est une conséquence naturelle de la solution à laquelle est parvenu le type qui le précède. Cette solution est fatalement insatisfaisante, puisque le problème ne peut être résolu au plan de la personnalité, et la quête d'une solution se poursuit donc autour de l'énéagramme de personnalité en une sorte de cercle vicieux. Le 9, c'est l'indulgence, le 1, c'est le ressentiment, le 2, la flatterie, le 3, la vanité, le 4, la mélancolie, le 5, la mesquinerie, le 6, la lâcheté, le 7, la planification, le 8, la vengeance. C'est le flux intérieur. Nous avons vu dans notre discours du triangle interne que la perte de contact avec l'essence, représentée par le point 9, mène à la peur existentielle du point 6. En l'absence d'un fondement intérieur de l'être, l'âme reste insécure et effrayée, ce qui la conduit à développer une fausse personnalité, représentée par le point 3, pour pouvoir survivre et fonctionner. Quand nous n'avons en nous que nos instincts et nos pulsions animales, le monde est celui de la survie du plus apte au point 6. En vous déplaçant vers le point 3, vous sentez qu'il vous faut vous élever par vos propres forces, bâtir un sentiment de vous-même et une vie entière devenant une sorte de demi-dieu. Plus vous croyez être cette coquille et vivez à la surface de vous-même, plus vous vous identifiez à vos actions et à vos réussites, plus vous soutenez l'oubli de vos profondeurs, tandis que le mouvement du flux intérieur vous ramène au point 9. Il ne vous reste plus qu'à vivre agréablement et à vous distraire de choses légères et sans conséquences, sur un mode mécanique et somnambulique. En nous déplaçant d'un point à un autre du triangle interne, nous voyons donc les blocs de construction ou les couches de développement de l'âme dans une structure de personnalité. On peut voir les énéatypes qui entourent ceux du triangle comme des élaborations ou des variations de ce processus archétypal. En commençant au point 1, de façon arbitraire car nous pourrions partir de n'importe quel point du triangle externe, nous voyons qu'en réaction au sentiment d'être imparfait ou défectueux, le mouvement naturel est d'aspirer à une source parfaite, représentée par le point 4. Sous un autre angle, la tentative du point 1 de se rendre et de rendre les autres parfaits, vouée à l'échec,
puisque ce qui ne va pas, c'est l'oubli de la perfection intrinsèque de l'âme, mène au sentiment d'aspiration désespérée du point 4. Sous un autre angle encore, le sentiment inférieur de péché du point 1 mène à celui du point 4 d'être abandonné et écarté par l'être. Incapable de se connecter à une source intérieure du point 4, l'âme se dirige naturellement vers l'extérieur, vers les autres, pour trouver cette connexion représentée par le point 2. La dépendance à l'amour d'un autre pour trouver une satisfaction semble une solution évidente quand vous avez décidé qu'il n'y a pas de solution à votre éloignement de vos propres profondeurs. S'attacher à quelqu'un qui résume ce que l'on désire semble la solution du point 2, et l'amour romantique semble contenir la promesse d'une satisfaction. Après avoir joué la comédie pour les autres et s'être transformé en paillasson flatteur au point 2, l'âme est lasse de ce genre d'humiliation. Et, de toute façon, la satisfaction d'une relation ne suffit pas à remplir le vide intérieur. L'étape suivante du flux intérieur est donc le point 8, qui opte pour la domination et la vengeance de toute la dégradation soufferte au point 2. Il s'agit cette fois de prendre sa revanche et d'être dur au lieu de faible. Plutôt que de se rendre à la volonté d'un autre et devenir impuissant comme au point 2, la solution semble être de prendre les choses en main. Assez d'être une victime, même innocente, et assez d'amour qui finalement ne résout rien. Au lieu de manipuler les autres pour obtenir ce que vous voulez et attendre qu'ils réagissent, ce qu'ils ne font jamais très bien, il est temps de prendre le contrôle et de vous emparer de ce qu'il vous faut, sans vous soucier des autres. Quand cette solution n'apporte pas la satisfaction désirée, le mouvement suivant de l'âme est le retrait représenté par le point 5. Reprendre ses billes et rentrer à la maison est peut-être la meilleure punition, et ces billes ont après tout une certaine valeur. Il s'agit donc ici de les thésauriser, à une confortable distance de tout empiètement et de toute demande. L'engagement passionné dans la vie n'ayant laissé que du vide, l'observer de loin paraît la meilleure solution au point 5. Il lui semble alors que la connaissance pourrait apporter la satisfaction, ce qui le conduit à s'évader dans les abstractions et les plans du point 7. Oui, le point 7 planifie dans son mental. La quête d'engagements mentaux stimulants a meilleur aspect que le vide desséché devenu central au point 5. Planifier votre course à la satisfaction semble plus prometteur en vous déplaçant au point 7 que de rester isolé au point 5. La mise en carte et la planification du point 7 mènent à leur tour à l'idée que les choses devraient être autrement qu'elles ne sont, de sorte que le flux intérieur. La mise en carte et la planification du point 7 mènent à leur tour à l'idée que les choses devraient être autrement qu'elles ne sont, de sorte que le flux intérieur nous ramène au point 1. Le besoin d'être positif au point 7 mène à une sorte de militance du bien-être, du bien-faire au point 1, étayée par la certitude défensive de ce qui est juste. La critique de ceux qui n'adhèrent pas au plan idéalisé du point 7 suit au point 1. Le point précédant le sien propre dans le flux intérieur, le point situé juste avant en remontant dans le sens inverse du flux intérieur, est appelé le point cœur de chaque type. C'est en effet le cœur de l'énéatype suivant, qui forme dans l'âme une couche psychodynamique plus profonde. On peut voir chaque type comme une réponse et une réaction de l'âme à son point cœur, idée que nous allons développer plus en détail. Le point qui suit le sien propre a été appelé par certains auteurs le point stress. Selon eux, dans des situations de stress, nous nous déplaçons dans la perspective de ce point, adoptant son état d'esprit, sa tonalité émotionnelle et son type de comportement. Ce concept n'entrait pas dans les enseignements originaux, dans l'enseignement originel de Naranjo, et d'après mon expérience, il n'est pas tout à fait exact. Le déplacement au point suivant le sien équivaut plutôt à suivre la ligne de moindre résistance de la personnalité. C'est une position plus défensive, qui nous éloigne donc davantage de nos profondeurs intérieures. Notre position égotique est ici plus puissante, nous fortifiant davantage contre toute vérité intérieure filtrant à travers notre âme. Aussi, au lieu de remettre en cause notre position, nous reculons dans nos retranchements quand nous entrons dans la mentalité dénotée par ce point.
Le stress nous rend souvent plus défensifs, mais pas toujours. Des situations extrêmement difficiles peuvent au contraire faire tomber nos défenses, nous amenant plus près de nous-mêmes. Pour beaucoup d'entre nous, les événements tels que la mort d'un proche, un accident ou une grave maladie peuvent être des tournants qui nous ouvrent à quelque chose de plus profond en nous et nous rapprochent de notre vérité intérieure, à laquelle nous devenons plus ouverts et plus transparents. D'après mes observations et mon expérience personnelle, dans des périodes de tension et de stress, nous sommes aussi susceptibles de nous déplacer vers le point cœur de notre type que du point suivant. La variable semble être le degré de défense ou d'ouverture à l'exploration intérieure plus que le degré de stress. Il est donc plus précis d'appeler ces points le point cœur et le point défensif. Que voulons-nous dire en disant que le point cœur forme une couche sous-tendant notre énéatype et quelles en sont les implications? Selon l'approche diamant mise au point par Almas, les caractéristiques de notre point cœur sont liées à une des structures les plus problématiques de notre âme, qu'il a appelée l'âme enfant. Notre âme enfant est une part de notre conscience qui a été arrêtée dans son développement quand nous étions très jeunes. Elle n'a pas mûri avec le reste de nous-mêmes et est donc perçue au plan de l'expérience comme une partie de nous qui est un enfant. Ce n'est pas simplement une version plus jeune de nous-mêmes telle que nous sommes aujourd'hui. C'est cette part en nous qui n'a pas été tenue, pleinement autorisée et soutenue quand nous étions enfants. Ces qualités, qui sont celles de notre point cœur, n'étaient pas acceptables pour telle ou telle raison dans notre environnement, dans l'environnement de notre enfance, et nous avons donc appris à supprimer ces aspects en nous. Notre personnalité s'est développée autour de cette part isolée de nous-mêmes et largement en réaction contre elle. Ces caractéristiques n'ayant pas été acceptées, nous en avons développé d'autres, celles du point suivant le long du flux intérieur de l'énéagramme, qui sont devenues notre énéatype. Ces parts de nous-mêmes, acceptables pour nos parents et soutenues par l'environnement, ont mûri, alors que l'âme enfant restait en arrière, s'enfouissant peu à peu dans notre inconscient. Nous devenons conscients de la présence de notre âme enfant quand la partie adulte de nous-mêmes sait que nous devons faire quelque chose que nous repoussons sans cesse, parfois jusqu'à l'oublier complètement. Elle se rappelle à nous quand nous devons faire un régime ou prendre davantage d'exercices, et que nous finissons par manger des bonbons ou piquer un somme. Elle apparaît aussi quand nous devons remplir notre déclaration d'impôt et qu'en dépit de nos bonnes résolutions, nous attendons la dernière minute. Nous la remarquons en bref quand nos actes ne correspondent pas à notre perception objective de ce qui est nécessaire, et donc quand nous sommes divisés et en contradiction avec nous-mêmes. Nous finissons par faire les choses difficiles de notre vie, en dépit de notre âme enfant, et nous consacrons une grande part de notre énergie à surmonter sa résistance à nos aspirations d'adultes. Comme tous les enfants, l'âme enfant est poussée par le principe de plaisir, et elle n'a envie de faire que des choses agréables et amusantes. De ce fait, les plaisirs adultes tels que résoudre un problème difficile, endosser une responsabilité au travail qui met notre caractère à l'épreuve, éclaircir notre relation avec un ami, ce qui suppose de lui dire des choses difficiles, etc., ne sont pas très intéressantes aux yeux de notre âme enfant. Elle pique donc des cris intérieurs ou refuse simplement de bouger, et la partie adulte de nous-mêmes, exaspérée ou à bout d'expédients, finit par se charger des obligations. Je reprends cette phrase. Elle pique donc des crises intérieures ou refuse simplement de bouger. Et la partie adulte de nous-mêmes, exaspérée ou à bout d'expédients, finit par se charger des obligations. Notre âme enfant étant une couche plus profonde de notre structure de personnalité, elle est perçue davantage comme la personne que nous sommes réellement. Nous sommes plus profondément identifiés à elle qu'aux couches qui se sont développées autour d'elle. Cela explique une autre situation dans laquelle nous prenons conscience de notre âme enfant. Quand nous avons accompli quelque chose ou obtenu de la reconnaissance pour un talent ou une capacité, souvent nous ne ressentons aucune fierté et sommes indifférents à la reconnaissance, comme si nous n'étions pas vraiment la personne concernée. Cela tient au fait que notre âme enfant, à laquelle nous sommes plus profondément identifiés, n'y est pas impliquée. Aussi avons-nous souvent l'impression que les compétences qui se sont développées après que notre âme enfant a été isolée de notre conscience ne sont pas les nôtres et en tirons
et en tirons-nous peu de véritable satisfaction. Notre âme enfant se sent plus vivante et vitale que le reste de notre personnalité puisqu'elle conserve un accès à l'essence. Comme tous les enfants, cet enfant intérieur est un mélange de tendances primitives et animales, de structures de l'ego naissantes et de pure qualité de l'être. Il serait plus précis de la dépeindre comme une structure dans l'âme dont le noyau intérieur est l'essence, avec des structures de personnalité plus matures empilées par-dessus. Ainsi, lorsque nous pénétrons notre âme enfant avec notre conscience, nous entrons inévitablement en contact avec toutes les qualités essentielles qui s'offraient à nous dans notre enfance. La joie, la vivacité, la curiosité, la force et l'amour de la vie. Une qualité particulière de l'être va émerger plus fortement, l'aspect idéalisé de notre point-cœur. Quand nous entrons en contact pour la première fois avec notre âme enfant, nous touchons aux qualités les plus enfantines et les plus négatives de l'énéatype qui forment notre point-cœur. Pourtant, si notre âme enfant ne fait pas partie de notre vie consciente actuelle, nous sentons qu'il manque une part en nous-mêmes. Notre âme enfant étant ressentie comme la personne que nous sommes réellement, en l'absence de contact avec elle, nous pouvons faire toutes les choses adultes qu'exige la vie, mais nous sentons que le cœur n'y est pas. Notre cœur se sent mécontent et notre âme enfant est ressentie comme un obstacle et une barrière. Notre vie paraît morne et ennuyeuse, mécanique et vide de joie et d'enthousiasme réel. Si notre travail sur nous-mêmes n'implique pas de rendre consciente notre âme enfant et de l'intégrer, ce travail est dépourvu de vie et de satisfaction. Notre âme enfant tend donc à s'éloigner de nos efforts de développement et peut devenir le plus grand obstacle à notre croissance. Bien qu'à ma connaissance, les enseignements spirituels ne mentionnent pas l'âme enfant, on ne peut parler de véritable transformation tant que cette structure n'est pas intégrée dans la conscience. Tant qu'elle n'est pas digérée, nous restons identifiés à cet enfant en nous et ne devenons jamais pleinement adultes. D'autre part, expérimenter notre âme enfant est souvent perçu comme dangereux et menaçant pour nos parties adultes. Dans la curieuse pensée magique enfantine de notre âme, nous croyons souvent que si nous nous autorisons à l'amener à la conscience, sa réalité va soudain devenir vraie. Cela reviendrait à croire que l'enfermer dans un placard, l'isoler de notre conscience, va empêcher sa réalité d'informer notre vie. En fait, c'est totalement l'inverse. Moins nous sommes conscients de notre âme enfant, plus elle prend les commandes, se manifestant dans toutes sortes de comportements et de motivations cachées qui nous rendent la vie problématique. Au lieu qu'on la pousse de côté ou qu'on tente de s'en débarrasser, elle a besoin, comme tous les enfants, d'être tenue et acceptée, de recevoir de l'attention et d'être guidée avec amour pour pouvoir s'épanouir et se développer. Elle a besoin du holding, donc l'attention, le côté enveloppant, qu'elle n'a pas reçu dans l'enfance, que nous sommes seuls désormais à pouvoir lui prodiguer d'une façon qui fasse une différence dans notre âme. Cela ne veut pas dire tout lui passer ou la réifier, mais plutôt être présent à elle et donc l'intégrer dans notre conscience adulte. Notre âme enfant ne grandit pas réellement, mais si nous l'autorisons et l'acceptons sans la contraindre, cette structure interne finit par devenir plus fine et plus diffuse dans notre conscience, nous offrant un accès aux qualités essentielles de son noyau. Comme toutes les structures de l'âme qui sont au fond des constructions mentales, il ne s'agit pas de la modifier, mais de la rendre plus perméable et poreuse, pour être plus en prise avec la réalité qu'elle a obscurcie. Notre âme enfant a des qualités et des caractéristiques du point-cœur de notre énéatype, et son noyau est l'aspect idéalisé de ce point. En d'autres termes, les qualités de l'aspect idéalisé du point-cœur de chaque type sont celles que nous avions enfant et qui n'ont pas été soutenues. Ces qualités n'ayant pas été autorisées ou encouragées, nous les avons supprimées et avons développé notre énéatype en contradiction avec elles. Je répète ce chapitre, il est important. Notre âme enfant a des qualités et les caractéristiques du point-cœur de notre énéatype, et son noyau est l'aspect idéalisé de ce point. En d'autres termes, les qualités de l'aspect idéalisé du point-cœur de chaque type sont celles que nous avions enfant et qui n'ont pas été soutenues. Ces qualités n'ayant pas été autorisées ou encouragées, nous les avons supprimées et avons développé notre énéatype en contradiction avec elles. En développant notre énéatype, nous avons tenté même inconsciemment d'incarner les caractéristiques de son aspect idéalisé, même si celles de l'aspect idéalisé
de notre point cœur était plus proche de nous. Notre type fonctionne donc de façon à supprimer notre point cœur. Il est vraiment crucial d'amener à la conscience les caractéristiques de celui-ci, puisqu'elles nous amènent plus près de notre vérité plus profonde. Ce sont aussi les qualités qui manquent le plus à notre âme. Le travail décrit à la fin des chapitres sur les 9 types doit donc inclure un travail sur l'âme enfant et le point cœur. Dans ce qui suit, je vais décrire brièvement l'âme enfant de chaque type. Le processus consistant à faire de l'aspect idéalisé de notre point cœur un état continuellement disponible à la conscience, ainsi que ses effets sur notre âme. Quand nous entrons en contact pour la première fois avec notre âme enfant, c'est en général en expérimentant les qualités négatives du point cœur, surtout la passion sous la forme la plus infantile et la plus extrême. L'âme enfant, étant une partie de nous dissimulée dans l'obscurité de l'inconscient, comme toute chose vivante qu'on a laissée enfermer longtemps, elle s'est un peu déformée. Aussi refusons-nous souvent de plonger plus profondément en nous-mêmes, de peur de rencontrer la négativité de notre âme enfant, que nous ressentons comme plus proche de ce qui se passe en nous, plus définitive et moins changeante. Ayant fermé la porte à cette part de nous-mêmes, nous avons le sentiment qu'elle est immuable. De fait, elle n'a pas changé, et nous en inférons qu'elle ne changera jamais. Plus cette part de nous-mêmes est amenée à la lumière de la conscience, plus les nœuds se desserrent et sa négativité se transforme. Là encore, si nous voyons dans la partie la plus superficielle de l'âme enfant ses qualités les plus sombres et les plus problématiques, plus nous la pénétrons par notre conscience, plus ces qualités deviennent essentielles. C'est dans son noyau que nous ressentons finalement l'état essentiel associé au point cœur de notre type. Nous allons progresser dans l'ordre inverse des types présentés au chapitre précédent, en avançant contre les flèches vers le point cœur de chacun. Nous commencerons comme précédemment par les énéatypes du triangle interne. L'énéatype 9. Le point cœur de l'énéatype 9 est le point 3, de sorte que l'âme enfant d'un 9 fait sa première apparition sous la forme d'une tendance à tromper et à mentir pour présenter à l'autre ce qui va gagner son approbation. Comme un enfant qui prend un gâteau quand sa mère a le dos tourné, ou qui fait semblant d'être malade pour ne pas aller à l'école, l'âme enfant d'un 9 soutient qu'elle ne peut pas faire ce qu'on lui demande et qu'elle a vraiment mal au ventre. Au-delà de la passion du mensonge, il y a dans chaque 9 un endroit jeune qui veut briller et être le centre de l'attention. Il est aussi un peu prétentieux, il peut tenir la vedette et être applaudi. Il veut tenir la vedette et être applaudi. La tendance à l'abnégation d'un 9 dissimule un désir souvent impitoyable de réussite, en général bien expulsé de la conscience. Les 9 craignent souvent d'apparaître trop insistants et d'occuper trop d'espace, ce qui est l'ombre de leur âme enfant traversant leur conscience. Il y a une focalisation sur l'action sous-jacente à l'inertie des 9, et ils craignent souvent, s'ils entament une activité, d'être emportés par elle et de ne pas pouvoir s'arrêter. À mesure qu'une âme enfant 9 s'autorisera à être en contact avec sa structure intérieure et ses qualités propres, elle se percevra comme une personne plus complète. Ses tendances exhibitionnistes se transformeront en une reconnaissance sincère de sa personne. Elle verra qu'on ne l'a pas autorisée dans son enfance à être une personne de plein droit et qu'elle est donc devenue accommodante et absente pour obtenir une approbation. S'affirmer comme une personne valable et digne d'amour va la conduire à sa réalisation en tant qu'incarnation personnelle de l'être, la perle sans prix, une présence radieuse et lumineuse, libérée des contraintes de son conditionnement. Elle va peu à peu se libérer de toute image de soi ou construction mentale définissant qui elle est, et être capable de contact et d'interaction dans le monde libéré du sommeil de la personnalité. L'âme enfant de l'énéatype 3. Le 6 est le point cœur de l'énéatype 3, et derrière le vernis d'efficacité et de rigidité d'un 3 se tient un enfant très effrayé. Timide, doutant de soi et insécure, cette âme enfant ressent le monde comme un endroit hostile et malveillant. Les autres apparaissent menaçants, au point qu'ils développent parfois l'idée paranoïaque
qu'il se tienne là, en embuscade. Quelles que soient les réussites d'un 3, il se perçoit toujours comme un faible dans la lutte pour la vie. En fait, on peut voir les efforts du 3 pour réussir comme une réaction à son âme enfant effrayée, une tentative de surmonter et contrer cette part de lui-même. Aussi, aucun degré de succès n'est-il jamais suffisant pour lui. S'il ne digère pas et n'intègre pas son âme enfant, aucun statut, aucun pouvoir ne peuvent résoudre sa peur et son insécurité intérieure. Du point de vue de l'âme enfant, l'image d'un 3 est une tentative de camouflage de cette part effrayée et immature de lui-même. S'affronter à cet enfant qui sent le sol sous ses pieds, intrinsèquement instable et non soutenant, est nécessaire au développement d'un 3. S'il reconnaît sa peur et voit la place qu'elle occupe dans sa psyché, son enfant intérieur anxieux va se sentir tenu et donc plus en sécurité. Cela va transformer peu à peu sa peur en une confiance, un soutien et une aisance intérieure, et un 3 va comprendre que les qualités qu'il avait en lui dans sa prime enfance n'ont pas été tolérées ou soutenues par son environnement. Des événements familiaux ont pu mettre au défi et finir par éroder cette incarnation originale de la volonté essentielle, où son aisance naturelle a pu faire de lui la cible de l'envie ou de la haine de sa famille, sapant ainsi sa confiance en lui. Quelle que soit sa psychodynamique, à mesure que l'âme enfant d'un 3 s'intègre dans la conscience, il va sentir son sol intérieur plus sécure et plus solide. En percevant l'essence comme son véritable fondement, son âme va se relaxer dans le soutien de l'être. Sa compulsion, alimentée par l'angoisse de son âme enfant, va devenir avec le temps le calme intérieur et l'absence d'effort de la vraie volonté. L'âme enfant de l'aîné à type 6. Au sein de chaque 6 se tient un petit 9 paresseux qui veut rester au fond de son lit, refuse de sortir. Refuse de sortir et d'affronter le monde. Ne veut que ses aises et ses divertissements. De ce fait, les 6 ont souvent peur, s'ils se détendent profondément, de devenir inertes et de ne plus jamais se bouger ni s'agiter, et donc de négliger leurs besoins vitaux. Cela tient bien sûr à cette partie jeune dissimulée à la conscience qui ne veut rien d'autre que se vautrer dans les plaisirs et les distractions. Cette indolence intérieure est le cœur réel de la peur d'une 6, d'une âme 6. Elle redoute cette tendance en elle plus que tout, craignant de tout perdre et de sombrer dans un marais de paresse si elle cesse de se pousser par sa fausse volonté. Si elle ne fait pas d'efforts, elle craint qu'il ne se passe rien et que sa vie parte à volo. Quand une âme enfant 6 s'autorise courageusement à cesser de lutter et se laisser aller, elle peut éprouver d'abord une immobilité ou un manque de désir de faire quoi que ce soit. Avec le temps, l'inertie et l'indolence de son âme enfant vont se transformer en ce qu'elle imite, le holding aimant de l'être, le sentiment d'être tenu dans l'étreinte du divin, la conscience d'être faite d'amour et de ne faire qu'une avec l'existence, la douceur et la bienveillance de l'univers, la dimension de la lumière vivante, vont devenir une part de son sentiment de soi, et la peur dans son âme va s'apaiser à mesure qu'elle réalise pleinement son inextricable connexion à l'être. Cette peur des autres va disparaître à mesure qu'elle reconnaîtra sa nature, que sa nature est la même que tout ce qui existe, et que tout sens de soi et de l'autre est illusoire. Avec l'être pour fondement intérieur et sa perception de sa continuité dans toutes ses formes extérieures, elle aura trouvé le rocher auquel pouvoir s'accrocher fermement. L'âme enfant de l'aîné à type 1. Derrière la posture moraliste, droite et ferme du 1, se cache un jeune enfant qui se moque éperdument d'être bon ou de faire ce qu'il faut. Il ne veut rien d'autre que jouer, avoir du bon temps et s'emparer des choses merveilleuses que la vie a à lui offrir. C'est un petit 7. L'âme enfant d'un 1 veut goûter tous les chocolats et prendre une bouchée de chaque gâteau. C'est un petit glouton qui veut prendre ce qu'il y a d'excitant dans tout ce qu'il touche et faire 3 choses à la fois pour passer de l'une à l'autre chaque fois qu'elle menace de devenir monotone. Sa gloutonnerie peut toucher à l'hédonisme, dans lequel la qualité essentielle refoulée du jaune
ou de la joie prend l'apparence déformée d'une recherche effrénée de plaisir. Le porte-parole de la majorité morale ou de l'Église évangélique, pris la main dans le sac ou dans son pantalon, est une émanation de cette âme enfant sensuelle et bonne vivante. À mesure que le 1 va dépasser ses jugements et son autocritique et qu'il va autoriser la jeune part de lui-même à rechercher le plaisir, les manifestations déformées vont se transformer. Il va comprendre que sa condamnation des péchés et des imperfections des autres dissimule ses efforts pour se défendre contre son âme enfant. S'il s'efforce à ce point d'être bon, c'est qu'il a reçu très tôt le message que son désir de s'amuser et de jouer n'était pas acceptable. Le plaisir lui-même semblait tabou, et la vie est devenue un bagne où il doit porter un fardeau trop lourd. Plus il va pénétrer les désirs de son âme enfant, plus il sera en contact avec l'amour et la joie qui les sous-tend. La joie dans la création, le sens de l'œuvre et la manifestation de l'être vont imprégner son cœur et il va se détourner des maux de la terre pour se concentrer sur ce qu'elle contient de merveilleux. L'âme enfant de l'énéatype 7. En chaque 7, apparemment magnanime, heureux et chanceux, se trouve une âme enfant très avare, mesquine et en retrait, une petite 5. Elle s'accroche avec ténacité, donc le 5, s'accroche avec ténacité à ce qu'il a, stockant tous ses bonbons et ses jouets pour que les autres ne puissent pas les lui prendre. Poussée par la peur de la perte et d'un sentiment intérieur de manque, cette âme se sent vide à l'intérieur et craint de ne jamais trouver de soutien sur sa route. Sous la grégarité, l'optimisme et le goût pour la vie apparent d'un 7, cet endroit jeune en lui veut se cacher de la vie et se relier à elle de loin. Cette âme enfant peut aussi être un insupportable petit je sais tout qui compte avant tout sur son intellect. Il est possible que dans l'enfance d'un 7, ses tendances à la réclusion, à l'enfermement, à la solitude n'aient pas été acceptées et qu'on lui ait transmis le message qu'il devait être plus orienté vers l'extérieur et extraverti. Il est aussi probable que ses compétences mentales ont été soutenues et développées aux dépens d'une compréhension plus innée et intuitive, faisant de lui un petit fort en thème qui se sentait déconnecté des autres enfants. La radiance d'un 7 est devenue une façon de masquer son sentiment intime de manque et de non-appartenance, d'être exclu de son groupe ou de sa famille et de se défendre contre lui. Je reprends. La radiance d'un 7 est devenue une façon de masquer son sentiment intime de manque et de non-appartenance, d'être exclu de son groupe ou de sa famille et de se défendre contre lui. Il est très difficile pour un 7, avec son besoin d'être joyeux, optimiste et enthousiaste, de reconnaître cette jeune part de lui-même en retrait, effrayée et recluse. Ce qui lui paraît le plus difficile est le sentiment de manque qui pousse son âme enfant, ce vide et cette sécheresse interne qui font que le contact avec la vie lui paraît menaçant. Moins il juge et rejette cette part de lui-même, plus ses tendances à l'avarice et à l'isolement vont se transformer, surtout à mesure que son sentiment d'être une entité séparée et donc coupée du reste de l'existence est remis en question. Son côté empoté et studieux va se transmuer en une véritable connaissance, celle de la conscience diamant. En questionnant son sentiment de séparation avec l'être et les autres, il va voir son désert intérieur fleurir avec toutes les autres fleurs de l'essence, et son âme aura accès à la véritable connaissance. Il va se sentir une part du tout, comprenant par l'expérience que la séparation est impossible, et son acquiescement à tout va devenir réel et non plus réactif. L'âme enfant de l'énéatype 5. Dans chaque 5 très renfermé, en retrait et silencieux, se trouve une petite âme enfant de type 8, qui rêve de prendre sa revanche et de dévorer des kilos de crème glacée. Cette âme enfant adore chahuter, se salir et se battre avec les autres, se jetant dans la vie avec bonheur. L'âme enfant du 5 apparaît quand il insulte les autres conducteurs à l'abri dans sa voiture, quand il crie après l'arbitre en regardant un match de foot à la télé, ou quand il traite tous les politiciens d'escrocs en écoutant les informations. L'âme enfant d'un 5 peut être une petite brute ou un petit bigot, convaincu qu'il a raison et fermé à toute autre possibilité.
Il peut être sur la défensive, déniant toute faiblesse, réagissant par l'agression quand il est provoqué. Il peut se montrer punitif et vindicatif, désireux de se venger des autres qui l'ont abusé. Pour un 5, il peut être difficile de reconnaître et d'autoriser ces tendances de son âme enfant, puisqu'elles laissent présager un engagement plein de fougue dans la vie qui lui semble très menaçant. Dans son enfance, son engagement passionné et total dans la vie n'a pas été soutenu. Sa vibrance et sa vivacité, sa force et son courage, son incarnation de l'aspect essentiel du rouge ont été étouffés. Les tendances vindicatives et revanchardes de son âme enfant peuvent fort bien être la réponse de l'âme à cet étouffement. En réaction à cet aspect rouge qui n'a pas été autorisé, un 5 se met en retrait et se coupe de sa propre vitalité. À mesure qu'il laisse son âme enfant pleine de désir et de dynamique refaire surface, un 5 va se reconnecter à sa vivacité et se sentir davantage intégré à la vie. À mesure qu'il intègre son âme enfant, son savoir s'incarne et devient plus complet, puis son cœur et ses viscères s'impliquent à leur tour. À mesure qu'il trouve le courage d'affronter l'inconnu, sa vie devient une aventure excitante dans laquelle il s'engage pleinement et de tout son cœur. L'âme enfant de l'énéatype 8. Dans le 8 dur et archi-sérieux qui adore mettre à l'épreuve son courage et celui des autres, dominant et contrôlant, triomphant de l'adversité, se tient une petite âme enfant de type 2, indigente, accrochée et solitaire, qui désespère d'être aimée et tenue. L'âme enfant d'une 8 veut se blottir contre les autres, s'approcher le plus près possible, et elle peut se montrer assez insistante dans ses demandes à cet égard. L'étalage de force d'une 8 dissimule son âme enfant remplie d'émotions qu'elle juge faibles. Avoir besoin des autres, craindre le rejet et l'insécurité, et éprouver un profond sentiment de tristesse et de solitude. Face à la sensation que ses qualités de contact et d'amour n'ont pas été désirées dans l'enfance, une 8 a réagi essentiellement en disant « Allez vous faire voir » à toutes les personnes dont elle se sentait dépendante, et elle s'est appliquée à montrer d'elle qu'elle n'avait besoin de rien ni de personne. Elle a dissimulé ce qu'elle percevait comme son ventre mou et vulnérable sous un vernis de dureté, et a ainsi bloqué son ouverture et sa réceptivité. En contactant l'aspect défensif et le sentiment de rejet et d'indigence qui sous-tend sa fierté, une 8 peut avoir l'impression que son univers va s'effondrer. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour ne pas percevoir ces endroits faibles dans son âme et pense souvent qu'elle ne va pas survivre si elle les autorise à émerger. Si elle s'autorise à entrer en contact avec son indigence et sa douleur, son cœur peut se rouvrir et son âme peut devenir perméable. Elle peut alors à nouveau toucher, elle peut être à nouveau touchée. Et en approchant la réalité avec une carapace plus fine, elle va se sentir peu à peu plus connectée à la vie. Au lieu de chercher à lutter avec la vie, elle va se relaxer et entrer en fusion avec sa nature essentielle dont le nectar doux comme le miel emplit son âme sous la forme de l'or en fusion. Au lieu de lutter avec la réalité, elle va être unie à elle, et en se rendant pleinement à son être, elle va trouver la satisfaction et une union aimante au lieu de la capitulation qu'elle redoutait. L'âme enfant de l'énéatype 2. Derrière la façade aimante, généreuse et serviable d'un 2 se tient une petite âme enfant de type 4, compétitive, jalouse et méprisante. Les 2 s'efforcent de se présenter comme doux et gentils, humbles et prêts au sacrifice, soit autant de réactions aux tendances les plus sombres de leur âme enfant. Il y en a un petit garçon qui a envie de crier « Je te hais » à l'enfant qui a obtenu l'attention du professeur ou de sa mère, de lui tirer les cheveux, de lui dire combien il est horrible et stupide. Il surveille le nombre de gâteaux distribués à chacun, cherche à s'emparer des meilleurs et devient méprisant et venimeux s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Il est gonflé d'envie, persuadé que les autres enfants ont ce dont il manque et qu'ils sont plus jolis et plus aimables que lui. Il peut se montrer mauvais et mordant, vindicatif et boudeur. Pour un 2, il est d'abord difficile de reconnaître et de tolérer la négativité et la petitesse de son âme enfant.
Cela menace toute son apparence de générosité et d'innocuité, mais surtout, cela le fait passer en premier. C'est en fait ce dont a besoin un 2 pour s'épanouir, être en contact avec lui-même, comme son objet central. Quand un 2 entre en contact avec son âme enfant et lui ouvre son cœur au lieu de la juger et de la rejeter, il devient premier dans sa propre conscience. C'est un puissant tabou pour un 2 qui a appris qu'être centré sur soi provoque la désapprobation de ses parents. Il va découvrir qu'en se centrant davantage sur lui-même, en écoutant et en satisfaisant ses besoins, en répondant à ses pulsions et en prenant des initiatives propres, il va de fait devenir plus centré sur lui-même. Ce n'est pas la chose négative qu'il redoutait, liée à la perte de l'amour et à un surcroît d'égoïsme, mais bien un accès à sa connexion personnelle, à l'être. Plus il s'occupe de lui, et non des autres, plus il se connecte à l'étincelle du divin en lui, se réalisant comme le point, au lieu d'avoir les autres pour pivoter autour duquel il tourne, il se trouve lui-même faire un avec l'être, une étoile dans son propre univers. L'âme enfant de l'énéatype 4. Sous la façade dramatique, intense et émotionnelle d'une 4 se cache une petite âme enfant autoritaire de type 1 qui veille à ce que les autres enfants se comportent comme il faut, qu'ils ne passent pas les bornes, qu'ils soient propres et qu'ils aient de bonnes manières. Cette âme enfant est guindée, convenable et comme il faut, critique envers ceux qui ne suivent pas les règles. C'est une obsédée de la correction et elle se met en colère quand les autres enfants se conduisent mal. Ce sont de véritables voyous, ce sont de petits voyous qui doivent être remis sur le droit chemin. Et nous voyons ici la tendance des 4 à accuser les autres de leurs problèmes, ainsi que leur défensivité quand on pointe sur elle une imperfection. Il est difficile à une 4 de reconnaître cette petite âme enfant rigide et pleine de ressentiment, qui lui paraît son plus gros défaut, et l'expose à une terrible haine de soi. Au lieu de retourner son agressivité contre elle, amener son âme enfant à la conscience est en fait une étape décisive pour résoudre sa souffrance intérieure. Plus elle la voit, mieux elle peut reconnaître sa défensivité et son besoin d'avoir raison. Ce faisant, son âme parvient peu à peu à relâcher le contrôle. Comprendre son besoin de contrôler les autres et de les mener à la baguette va faire apparaître son manque de perception de la perfection des choses telles qu'elles sont, et surtout de sa propre perfection. À mesure qu'elle intègre son âme enfant, elle va percevoir que la pureté, la luminosité et la brillance intrinsèque de son âme n'ont pas été autorisées ou reflétées dans son enfance. En perdant contact avec l'aspect de brillance qu'elle incarnait le plus, elle s'est sentie blessée et a développé en réaction un style de personnalité basé sur l'éloignement, l'abandon et l'aspiration à une connexion hors d'elle-même. Plus elle intègre son âme enfant, plus le bien-faire va se transformer en un sentiment lumineux de complétude, de perfection et d'élégance intérieure. Au lieu de vivre une vie basée sur l'envie, le deuil ou l'aspiration au contact, elle va découvrir que la complétude qu'elle recherche se trouve en elle et que l'herbe chez elle est aussi verte que chez les voisins. Petite note de l'auteur concernant tout ce chapitre. J'ai conçu ces brèves descriptions comme des indications pour l'exploration intérieure et la compréhension de sa propre âme. Il faut se rappeler que les qualités du point-cœur sont celles contre lesquelles nous nous défendons le plus et sur lesquelles nous portons le plus de jugement. De ce fait, notre âme enfant peut être une part de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir ni reconnaître. Et ce matériel, donc tout ce chapitre, tout ce qui est écrit, tout ce qui est lu là, et ce matériel peut être encore plus difficile à intégrer que l'information sur son propre type. D'après mon expérience, il nous faut de nombreuses années de travail pour pouvoir véritablement percevoir, sans parler d'intégrer, notre âme enfant. Notre plus gros obstacle est notre jugement sur cette part de nous-mêmes, et le désengagement de notre surmoi est nécessaire à cette exploration intérieure. Si cette partie de notre travail sur nous-mêmes est souvent une difficile confrontation personnelle, elle est infiniment gratifiante et notre développement en tant que véritable adulte en dépend.